Jelly, jelly, yeah. Venez découvrir le monde des paroles des filles. Jelly, et la méthode d'Ibambari. Que vous ont légué vos ancêtres, gravés sur la pierre, depuis son repère des caractères éternels. Votre patrimoine culturel et scellé de mystères, un bien nécessaire pour protéger vos arrières. Entrez dans la renaissance avec pleine conscience que la connaissance est une arme tranchante. Prends ton héritage, c'est notre message. C'est s'armer de savoir à l'image des sages d'autrefois. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème important qui a par ailleurs qui a déjà été abordé par ailleurs sous certains angles. On va dire aujourd'hui, j'ai souhaité renouveler un certain nombre de notions qui s'attachent à la figure de ce qu'il est convenu d'appeler le pharaon d'Égypte, c'est-à-dire le roi d'Égypte. C'est une manière pour moi de revisiter, disons, ce que je qualifierais de fondamentaux, puisque il va être abondamment question aujourd'hui, naturellement, de la méthode Kuma, puisque nous allons aborder le thème même de la graphie en question, qui permet de désigner donc le roi d'Égypte. Et à côté de cela, nous allons faire des développements conséquents sur des aspects qui n'ont pas encore été abordés relativement à la figure du roi d'Égypte, du pharaon d'Égypte. Voilà. Donc, je commencerai dans un premier temps par vous présenter la graphie en question. C'est cette graphie qui est translittérée per aha,
C'est une graphie qui est connue, qui a souvent été analysée par des auteurs. Ils sont nombreux. Et le sens ordinaire reconnu à cette graphie est grande maison, palais ou pharaon. Grande maison, palais ou pharaon. Et ici, vous avez la source, bien sûr, c'est le dictionnaire de Faulkner à la page 89. Donc ça, c'est la graphie qui va donner le mot pharaon, hein. Je le dis peut-être pour ceux qui ne le savent pas. Elle existe, elle est documentée, elle est translittérée, c'est-à-dire qu'on affecte des valeurs alphabétiques au signe. Elle est translittérée per ara, et le sens commun reconnu à cette graphie est grande maison, palais ou pharaon. Jean Yoyot, qui était un égyptologue français, par ailleurs grand adversaire du professeur Cheikh Anta Diop, dit ceci à propos donc de cette graphie. Le souverain est l'essence du service public. Le souverain est l'essence du service public. Le terme pharaon vient de l'expression per hao. Alors, lui translittère per hao, hein, mais sachez que c'est en fait la même chose que per aha, c'est la même chose. Donc, le souverain est l'essence du service public. Le terme pharaon vient de l'expression per hao qui s'appliquait sous l'Ancien Empire à la grande maison du prince, y inclut sa résidence et ses ministères, et qui, au Nouvel Empire, en est venu à désigner la personne du roi. Le souverain est l'essence du service public. Le terme pharaon vient de l'expression per hao qui s'appliquait sous l'Ancien Empire à la grande maison du prince, y inclut sa résidence et ses ministères, et qui, au Nouvel Empire, en est venu à désigner la personne du roi. Donc, on comprend que dans un premier temps, dans les premiers temps de la civilisation égyptienne, le terme qui va devenir pharaon ne s'appliquait pas à la personne du roi, puisqu'il existe d'autres termes pour désigner le roi d'Égypte, mais s'appliquait à ce qu'il est convenu d'appeler la grande maison, identifiée comme la résidence, hein, le lieu de résidence du prince, c'est-à-dire du pharaon et ses ministères, donc, autrement dit des nobles en fait de la cour, on peut le dire de cette façon. Et plus tardivement, donc au Nouvel Empire, ce terme en est venu à désigner la personne du roi. Il existe des traces qui témoignent de cela, puisque des lettres qui vont être adressées au pharaon, qui va être reconnu comme Akhenaton, c'est l'une des lettres désigne le roi d'Égypte par ce nom. Et c'est de cette manière qu'on sait que, eh bien, c'est à cette époque que pour la première fois, le terme qui va devenir pharaon se serait donc appliqué à la personne du roi lui-même ou elle-même, la personne du roi elle-même. Voilà. Alors, je vais vous parler d'un auteur qui est en fait Dominique Farrout. Je présente cette affiche simplement déjà pour rappeler que nous avons eu la possibilité, il y a quelques semaines maintenant, de visiter cette exposition à Paris, à la Grande Halle de la Villette. Et le commissaire de l'exposition, c'est Dominique Farrout, c'est un égyptologue français qui a analysé cette graphie. Donc, je parle aussi avec le référent pour dire que ce sont des personnes qui sont encore accessibles, puisque Dominique Farhoud, c'est aujourd'hui un intervenant majeur hein, dans le cadre de l'égyptologie française, disons de l'école française d'égyptologie. Voilà. Apollon dit dans Hieroglyphica, en parlant des anciens Égyptiens, quand ils veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Quand ils veulent représenter, en parlant des anciens Égyptiens, quand ils veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Ils écrivent le nom du roi au milieu de l'enroulement, donnant à entendre par cette graphie que le roi régit l'univers. Quand ils conçoivent et désignent le roi en tant que souverain du monde, ils peignent encore le serpent, mais ils notent à l'intérieur de celui-ci grande maison. Voilà ce que dit donc Apollon dans Hieroglyphica. Et Dominique Farraud, dont je viens de parler, indique fort justement que ce que Apollon présente comme un serpent qui a la queue dans la bouche est simplement le cartouche, reconnaissable par sa forme, qui représente une boucle tressée
entourant les deux derniers noms de la titulature pharaonique, de la titulature royale. Donc cette note est importante, vous verrez pourquoi. Puisque dans un premier temps, Aurapollon, dans les Hieroglyphica, qui est une œuvre qui est publiée autour, disons, du 5e siècle en langue copte, parce qu'Aurapollon, c'était un philosophe égyptien, natif, en tout cas, de l'Égypte. Il dit que quand les anciens Égyptiens veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Ils écrivent le nom du roi au milieu de l'enroulement, donnant à entendre par cette graphie que le roi régit l'univers. Plus loin, il dit, quand ils conçoivent et désignent le roi en tant que souverain du monde, ils peignent encore le serpent, mais ils notent à l'intérieur de celui-ci grande maison. Et Dominique Farout fait donc ce commentaire. Il indique fort justement que ce que Aurapollon présente comme un serpent est simplement le cartouche, c'est-à-dire une boucle tressée qui entoure les deux derniers noms de la titulature royale. Autrement dit, puisqu'il s'agit ici naturellement d'une évocation de la figure que les Grecs ont appelée l'Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui mord sa propre queue, eh bien, dans les descriptions en Égypte antique, on avait parfaitement conscience qu'en représentant ce serpent qui a la queue dans la bouche, eh bien, une autre manière, en fait, de figurer cette image était la représentation de ce qui va être appelé en égyptologie le cartouche, à l'intérieur duquel on inscrit donc généralement le nom du roi. Mais Aurapollon nous dit dans ce contexte que les Égyptiens écrivaient à l'intérieur de l'enroulement grande maison, qui est le thème, bien sûr, translittéré Père Aha, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous présente ce qu'on appelle un cartouche, peut-être pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit. Vous avez ici un cartouche royal égyptien authentique du pharaon appelé Ramsès III, pharaon de la 19e dynastie. Ce sont des images que vous verrez du côté de Médina Abou, le temple de Médina Abou en Haute-Égypte. Et vous avez donc un enroulement. Généralement, c'est une corde tressée, en fait, il s'agit de cela, à l'intérieur duquel on inscrit le nom du roi pour signifier que le roi en question, puisqu'il est régnant à ce moment-là, régit l'univers. Sous-entendu que l'espace à l'intérieur donc de cet enroulement représente l'univers. Et je rappelle encore une fois qu'il est bien important de considérer que dans ce contexte-ci, ce qu'on appelle le cartouche, c'est-à-dire cet enroulement dans lequel on inscrit le nom du roi, eh bien, représente le serpent qui a la queue dans la bouche, c'est-à-dire qui mord sa propre queue, qui va être appelé donc Ouroboros, comme je viens de le rappeler. Dominique Farout dit en outre que le passage de Apollon qui se rapporte à la grande maison, comme inscription figurant à l'intérieur de l'encadrement du cartouche, l'image du serpent qui mange sa propre queue, correspond à la graphie que je présente ici, c'est-à-dire le cartouche à l'intérieur duquel est inscrit Père A, lu Pharaon, composé donc du cartouche contenant les idéogrammes de la maison, translitéré Père pour maison, et l'idéogramme du bâton couché, on va dire, qui a le sens de grand et qui a comme valeur phonétique haha. Donc on va donc lire Père haha, c'est la raison pour laquelle les égyptologues transitèrent de cette façon. Et cette graphie, nous dit donc Dominique Farout, est fréquente à l'époque romaine pour désigner l'empereur sur les parois des temples égyptiens, puisque vous savez qu'à une certaine époque, l'Égypte, la vallée du Nil, l'Égypte antique a été subjuguée, la civilisation égyptienne, dit-on, dirons-nous, a été subjuguée, c'est-à-dire, on va dire, colonisée par l'Empire romain. Et c'est donc à cette époque qu'on trouve plus fréquemment la dite graphie. Graphie qui est donc décrite, je le rappelle, par Aurapollon, lorsqu'il signifie que le cartouche représente le serpent qui mord sa propre queue à l'intérieur duquel on inscrit grande maison, c'est-à-dire le mot qui deviendra plus tard pharaon. Avec ceci que, à l'origine, bien sûr, je l'ai rappelé, le mot ne désigne pas la personne du roi, mais sa résidence et le lieu où se situent, en quelque sorte, les ministères. Voilà. Pour Guillou et Perret, le cartouche, c'est-à-dire l'enroulement dans lequel on inscrit le nom du roi, matérialise le circuit solaire, c'est-à-dire la course du soleil, l'orbe solaire, ou l'espace sur lequel s'étend le pouvoir du pharaon. Dans ce contexte, bien sûr, on comprend que c'est l'univers, puisque d'après la note d'Aurapollon, on sait que les Égyptiens anciens, lorsqu'ils représentaient de cette manière le nom du roi
à l'intérieur d'un enroulement, eh bien cet intérieur était censé figurer l'univers, entouré par le serpent qui mord sa propre queue, qui est de l'image du perpétuel retour, c'est-à-dire du mouvement universel. Donc pour Guillou et Perret, le cartouche matérialise le circuit solaire ou l'espace sur lequel s'étend le pouvoir du pharaon. Ce circuit solaire s'identifie au tournoiement primordial que les Bambara et les Malinké appellent Munung Folo, de Munung, qui signifie entourer, tourner, remuer, brasser, Munung Munung, tournoiement, mouvement circulaire, agitation, faire tourner, faire des détours, et Folo qui signifie premier, on dit également Folo Folo pour signifier autrefois être le premier, initial, primordial. Ce tournoiement primordial reprend à son compte toute la symbolique sollicitée par le serpent qui mange sa propre queue. Alors ici, je suis en train d'introduire une notion très importante dans la pensée religieuse des peuples soudanais. C'est un concept qui est dit Munung Fola, qui traduit littéralement le tournoiement primordial. Je n'irai pas dans le détail car ce n'est pas nécessaire. Je tiens simplement à vous rappeler que ce serpent qui mord sa propre queue représente le tournoiement primordial qui est identifié ou matérialisé par le circuit solaire que les Bambara appellent Kara, c'est-à-dire le cercle parfait. Je ne vais pas faire ce développement car ce n'est pas essentiel. Il y en a parmi vous certainement qui sauront mieux que d'autres ce dont je suis en train de parler, mais aujourd'hui, je n'irai pas dans ce détail. Je le dis encore une fois, ce n'est pas nécessaire. Donc, j'ai introduit cette notion parce qu'elle va permettre de préciser ce que c'est que le cartouche et le motif pour lesquels on se permet d'inscrire donc le nom, le titre, disons, on va dire grande maison à l'intérieur de cet enroulement à la période, disons, tardive. Donc, ce circuit solaire s'identifie au tournement primordial que les Bambara Malinké nomment Munung Folo, de Munung qui signifie entourer, tourner, remuer, brasser, Munung Munung, tournement, mouvement circulaire, agitation, faire tourner, faire des détours, et Folo, premier, Folo Folo, autrefois, être le premier initial primordial. Ce tournement primordial reprend à son compte toute la symbolique sollicitée par le serpent qui mange sa propre queue. Le tournement qui s'assimile au mouvement sidéral est induit par le principe actif que symbolise le membre viril. Les Soudanais savent que Folo, qui signifie premier, est un homophone de Folo qui désigne le membre viril. On dit par exemple en Maroc, que le Malinké parlait en Côte d'Ivoire, Folo pour désigner le membre viril. En Bambara, c'est Folo, en Malinké, c'est Folo. Ce sont des mutations d'un même thème. Pourquoi j'apporte cette précision? C'est pour rappeler ce que représente en fait cet Ouroboros. Le mot que les Grecs utilisent, Ouroboros, c'est un mot composé de Oura, qui signifie que, et Boros, qui signifie vorace. Donc, littéralement, queue vorace, c'est-à-dire celui qui mange sa queue. Le terme Oura, du grec, a formé Ouraos, qui signifie caudale, en relation avec la queue, qui donne le latin Ureus. D'accord? Le nom égyptien de l'Ureus est inscrit, rappelé par la graphie que j'indique ici. Et ce mot, vous le savez, correspond au Bambara yere, qui désigne le sexe masculin ou les testicules. Alors, pourquoi je fais cette note? C'est pour bien signifier que vous avez une convergence entre, d'une part, le serpent qui mord sa propre queue, le cartouche, et enfin l'uréus, car en réalité, ce serpent peut être matérialisé par l'uréus. Et on verra tout à l'heure pourquoi. C'est la raison pour laquelle on sait que lorsque les Bambara utilisent la formule Munung Folo, c'est parce qu'ils savent bien que le terme Folo, qui signifie primordial, est par ailleurs un homophone du mot qui désigne le membre viril. Et sachez-le, ce qu'on appelle l'uréus est en fait dans la description du principe actif, c'est-à-dire le principe actif est symbolisé par la virilité, le membre viril. C'est ce principe actif qui met en mouvement l'univers. Voici pourquoi on représente donc ce principe actif par un serpent qui mord sa propre queue, serpent qui mord sa propre queue qui est dans la description du mouvement sidéral, c'est-à-dire du mouvement universel, de la course du soleil, du circuit solaire. J'espère que vous saurez faire ce lien car c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Bon. Donc, je rappelle donc que le nom de l'Uréus qui est translittéré Yar ou quelque chose de ce genre en égyptologie correspond au Bambara, exactement au Bambara Yere qui désigne le sexe masculin. Je rappelle ce que dit Aurapollon. Quand ils veulent représenter un roi très puissant, ils peignent un serpent disposé comme pour figurer l'univers et ils lui mettent la queue dans la bouche. Ils écrivent le nom du roi au milieu de l'enroulement, donnant à entendre par cette graphie que le roi régit l'univers. Le nom que les Égyptiens donnent au serpent est Messie. C'est une nouvelle information que j'introduis.
Rappelons dit également, quand ils conçoivent et désignent le roi en tant que souverain du monde, ils peignent encore le serpent, mais ils notent à l'intérieur de celui-ci grande maison. D'accord? Donc l'information nouvelle ici est le nom donné par les Égyptiens à ce serpent qui mord sa propre queue. Bon, c'est Messie. Alors, vous devez savoir que, bien sûr, je l'ai rappelé, l'uréus, c'est yere qui désigne le sexe masculin, mais en bambara, on dit yere yere pour signifier trembler, tremblement. Malinké dit yere yere, secouer, trembler. Terme que Maurice Delafosse, dans son dictionnaire mondain, publié en 1955, enregistre comme yege. Parce que vous savez qu'on peut rouler sur le G. On peut dire yere ou yege. Hein, bambara, c'est courant, dépendamment de la région dans laquelle on se trouve. Que Maurice Delafosse retranscrit donc yege pour signifier mouvement de bas en haut, d'où il fait dériver yege yege, mouvement saccadé, saccade, zigzag, éclair, être agité d'un mouvement saccadé, se lever et se baisser à plusieurs reprises, agité par saccade. Il s'agit d'un homophone de yege qui désigne le poisson au sein des langues mandées. Vous verrez le lien tout à l'heure. Et trouve aussi le sens de ce mot, hein, yege, trouve aussi le sens de briller comme les écailles de poisson, scintiller. Le terme ouroboros, je l'ai dit, qui signifie littéralement queue vorace, est dans la description, vous devez le savoir, du poisson qui avale le phallus, qui est dit yere, donc le phallus d'Osiris, tel que mentionné par le récit de la passion consacrée au Dieu qui meurt et ressuscite, c'est-à-dire la passion d'Osiris, puisque vous savez que dans la passion rapportée par Plutarque, il est dit que le sexe d'Osiris va être jeté dans le Nil et que ce membre viril va être avalé par un poisson qui peut être le pardre, l'épidote ou l'oxyrhynque. Parfois, c'est un crocodile également. En tous les cas, c'est de ça qu'il s'agit. Vous devez savoir qu'en réalité, cette description qui est faite relativement à la passion d'Osiris, dans la passion d'Osiris, concernant donc la destinée du membre viril, se rapporte à l'image de l'Ouroboros. D'accord? C'est ce que vous devez savoir, parce qu'il y a une convergence entre le mot yere qui désigne l'Uréus, c'est-à-dire en fait l'Ouroboros, car c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a une convergence entre le nom qui désigne le membre viril et le nom du poisson. Et quand vous suivez les termes, quand yere yere signifie trembler, tremblement. On dit yere yere li pour signifier la vibration primordiale qui est dans la description du tournement primordial. Parce que c'est cette vibration qui va générer le tournement primordial. Hein, donc tout ceci participe d'une seule et même chose qui est décrite à travers l'image du fameux cartouche dont il est question aujourd'hui. Donc, je dis que le terme Ouroboros, qui signifie littéralement queue vorace, est dans la description du poisson qui avale le phallus d'Osiris. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. OK? Cette relation justifie du lien qu'Apollon envisage entre l'Ouroboros, les écailles variées et les étoiles qui scintillent. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. Le phallus d'Osiris est l'image du principe actif. C'est la cause du mouvement universel que symbolise le serpent qui mange sa propre queue. C'est aussi l'occasion de rappeler que nous sommes aussi ici dans la description de ce qui va devenir en fait l'empreinte, euh, qui va donc investir l'espace de génération qui est réputé vierge à la base, c'est-à-dire Isis elle-même. Donc, cette relation justifie du lien qu'Apollon envisage entre l'Ouroboros, les écailles variées. Pourquoi? Parce que le terme yege, en bambara malinké, signifie également briller, comme des écailles de poisson, scintiller. OK? Donc, le mot yege des langues mandées, qui a le sens de mouvement de haut en bas, est mis en relation avec le mandja. Ça, c'est ce que fait de la Fosse dans son dictionnaire. C'est un dictionnaire qui est disponible. Je pense que vous devez en principe l'avoir. Vous verrez, lorsqu'il enregistre ce mot, il présente également ces mots. Manja, yaka, qui signifie balancer, baya yeke, qui signifie balancer. Cette correspondance, rappelée par Maurice Delafosse, explique le nom Messie, qu'Apollon mentionne comme étant celui du serpent qui mange sa propre queue. Il s'agit du nom copte de la balance, qui se dit maché, maché, maké ou méchi, en copte faoumique, maché en copte lycopolitain, représenté donc par une graphie. Vous avez la graphie qui désigne la balance, qui est dérivée d'un mot qui signifie être l'égal de, mettre au même niveau, égaler, contrebalancer, être semblable, identique. Bon, nous sommes ici dans la description des trois principes, des trois sortes d'êtres
des choses que je ne vais pas développer, mais je tiens quand même à vous rappeler que nous sommes ici dans la description de ce qui va devenir plus tard également la Trinité, puisque vous avez le Père, le modèle, vous avez la Mère, l'espace de génération, vous avez le Fils qui est l'union du modèle, c'est-à-dire du monde intelligible, de l'espace de génération. Euh, et cet espace de génération, vous le verrez plus tard, est l'univers qui est encerclé précisément par l'enroulement du cartouche. Outre ces solutions coptes, le nom égyptien de la balance correspond notamment au soninké Méje ou Mije qui signifie balance. Au Wolof, masse, c'est avoir le même niveau, être égalisé. Massa, est nivelé, masse, personnes du même âge. En sérère, on dit masse, ensemble des personnes du même âge, d'où massir, qui signifie cousin ou cousine. Je vais en parler un peu dans le détail, mais je rappelle, parce que vous devez bien suivre le lien, que je suis en train de tisser ici. Je suis en train de vous dire que l'Uræus qui s'identifie au serpent qui mord sa propre queue, d'après ce que dit par ailleurs Aurapollon, se dit Yere en bambara, qui désigne le membre viril. Mais ce mot a aussi le sens de même et rentre dans la description de l'idée de mouvement de vibration. Ce mot est retranscrit Yege par Maurice Delafosse dans son dictionnaire. Mais sachez que c'est le même mot, ok? Qui signifie mouvement de haut en bas, etc., qui est dans la description de cet Ouroboros, puisqu'il est l'expression même du mouvement universel. Bon. Aurapollon nous dit que les Égyptiens nomment ce serpent Messie. Et c'est cette question que nous sommes en train de résoudre maintenant. Pourquoi les Égyptiens nomment, les anciens Égyptiens, j'entends, nomment ce serpent Messie? Parce que dans la description du mot Yege persistent des correspondances, notamment en Mandia, Yaka, en Baya, Yeka, qui signifie balancer. Ce qui montre le rapport constant que ce serpent qui mord sa propre queue entretient avec la balance. Bon, je dis, vous retrouverez ces images dans la description des mythes, même si je n'en parle pas aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, euh, dans les mythes subsahariens, lorsqu'on veut parler du passage ou de la traversée du fleuve, c'est-à-dire du passage du monde visible vers le monde invisible et vice-versa, on utilise l'image d'un serpent qui prend souvent l'apparence d'un arc-en-ciel. Pourquoi? À cause de l'idée de écailles variées aux couleurs variées, hein, rappelé par la description même que Aurapollon fait du serpent qui mord sa propre queue. C'est de cela qu'il s'agit. Ce serpent est appelé, dans la région en Afrique centrale, est appelé Kongolo, notamment chez les Baluba du Kasaï qui parlent le Lingala. Et Kongolo, vous le savez, dans les langues bantoues, signifie arc-en-ciel. Donc, le rapport est immédiat. Congolo est formé, enfin, on peut en faire l'étymologie, je ne le ferai pas, mais sachez que Congo signifie le dos. Voici pourquoi on dit que la traversée se fait sur le dos, hein, à dos de ce poisson, de ce serpent, qui devient en touchant donc le fleuve. Parfois, on va donc remplacer l'image de ce serpent qui permet la traversée par un pont. Mais un pont, c'est une balançoire, hein. Imaginez simplement la chose, vous comprendrez pourquoi je dis de cette façon. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Donc, c'est toujours dans l'idée de balancer, de balancement. Et le principe de l'équilibre est donc manifeste, d'où l'idée de balance, hein, la balance du jugement qui est donc placée au niveau du tribunal d'Osiris et qui sert à la psychostasie, c'est-à-dire à la pesée, on va dire, du cœur, hein, pour aller rapidement. D'accord? Tout ceci est lié en réalité, hein. Il s'agit simplement de comprendre la pensée symbolique qui anime ces images pour comprendre de quoi finalement je suis en train de parler. Mais, puisque je ne vais pas faire des développements trop importants, je me limite à ce qui est exposé ici. Je dis simplement que le mot Messie, euh, retranscrit de cette façon, donc en français, et donc utilisé par Aurapollon pour signifier le nom de ce serpent qui mord sa... C'est le nom de la balance en copte. D'accord? C'est Méchi que vous voyez là en copte formique notamment. D'accord? Qui vient donc d'un mot qui signifie mettre au même niveau, égalé, etc. Et je présente ensuite les variantes dans les langues subsahariennes, notamment en Wolof, on va dire massé, en sérère, masse, ensemble des personnes du même âge. C'est-à-dire ce qui est au même niveau, ce qui est nivelé. Voilà. En sérère, je vais un peu dans le détail pour vous montrer en fait ce à quoi se réfère également ce serpent. C'est un aspect qui n'a pas toujours été abordé, mais je vais le préciser ici pour que vous sachiez que ce serpent qui mord sa propre queue rentre aussi dans la description de ce qu'on appelle la catharsis en fait.
D'où l'idée de nivellement, donc la balance, c'est-à-dire la Ma'at, hein, qui est l'idée de concorde, de vivre ensemble. Tout ceci est lié, je le répète encore une fois, parce que vous devez suivre en fait le fil pour comprendre euh, le lien finalement qui est en train d'être établi ici. Donc en sérère, le mot massir, hein, que je viens de rappeler par ailleurs, exprime la parenté plaisante, c'est-à-dire l'alliance cathartique. Les sérères, donc vous savez que chez les Bambara Malinké, c'est Sanankunya, mais chez les sérères, cette institution est appelée massir. Hmm. Ce mot se subdivise en deux éléments, mas, qui est un radical, et ir, qui est un suffixe marquant l'idée de réciprocité. Mas, en sérère, désigne ce qui est fade et qualifie par exemple un mets qui manque de sel. Il exprime également l'idée d'épuisement d'un champ qui a perdu sa fertilité ou parce qu'il est devenu plus facile à cultiver, au contraire du nouveau champ dont la terre est âpre à travailler. Le terme masse permet de catégoriser certains poissons qui ont peu d'arêtes, tels que le mulet, au contraire d'autres poissons comme la sardinelle, qui en ont bien plus et provoquent souvent des gingivites. Il a ici un contenu positif parce que ces poissons sont considérés comme étant de qualité supérieure à ceux auxquels on les oppose. Le terme se rapporte, je parle ici du terme masse, se rapporte également à la parole et en exprime la douceur et l'esprit de concorde sociale qui connote l'homme qui use de cette parole. Quand on considère l'ensemble de ces données, rappelle donc Ndiaye, on peut dire que masse signifie ce dont l'aigreur a été enlevée, ce dont l'âpreté est épuisée. Massir veut dire donc engager avec autrui des échanges caractérisés par la douceur et l'esprit de concorde, en ayant éliminé toute âpreté, toute aigreur ou agressivité dans les rapports instaurés. Alors, ceci est fondamental puisqu'en lien avec le cartouche. Vous devez savoir que, même si je ne le dis pas, le cartouche, c'est-à-dire ce cercle dans lequel on insère, on inscrit le nom du roi, se réfère également à cette institution qu'on appelle la Sanankunya. Pourquoi? Parce que cette institution est plus généralement représentée, vous le savez, par ce qui est appelé le Sematawi. Mais vous devez savoir que le mot Sematawi correspond notamment au terme Shomante, qui désigne le chiffre 8. Le 8 est dans l'expression des quatre éléments fondamentaux et de leurs jumelles. Donc les ancêtres primordiaux, si vous voulez, les ancêtres de l'humanité, hein, et qui sont également dans la description du double placenta. Le double placenta qui repose d'une part sur le monde visible et le monde invisible. C'est ce qu'on appelle le double placenta d'Ama. D'accord? C'est les cercles réalisés par le chiffre 8. Et le chiffre 8, vous le savez, réalise l'éternel retour, le perpétuel renouvellement, c'est-à-dire le mouvement sidéral. C'est pourquoi il est également lié au calendrier, c'est-à-dire au zodiaque. Et le mouvement sidéral, c'est ce serpent qui mord sa propre queue. Donc, on revient à la description, hein, de ce qui est généralement connu comme le Sematawi, mais en fait, c'est la Sanankunya. Je l'ai déjà dit à maintes occasions. C'est la raison pour laquelle vous trouvez, en fait, associé cette image au terme massir dans ce contexte-ci. Ce lien aussi, vous devez savoir le faire parce que, évidemment, nous parlons encore et toujours de l'alliance entre le monde visible et le monde invisible, qui est déjà une relation de type concorde, voulue comme telle par les sociétés soudanaises, parce que ce qui est en haut doit être comme ce qui est en bas et vice-versa. Hein, de toute manière, c'est une contrainte, parce que ce qui est visible est à l'image de ce qui est invisible. Ce n'est qu'une projection. En réalité, les images que nous voyons dans le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire dans l'espace à l'intérieur de ce cartouche, c'est une projection de ce qui est caché à l'extérieur du cartouche. Et la position du pharaon, c'est le pontife. C'est celui qui fait donc le lien entre le monde visible et le monde invisible. Voilà pourquoi c'est le grand ritueliste. Par essence, le pharaon, c'est le premier prêtre du pays. Bon. Cette description montre que le mot masse du sérère sollicite le registre de la mollesse, de la facilité, voire de l'apathie ou de la souplesse introduit par les termes maga, maka, dans Bambara Malinké qui signifie souplesse, assouplissement, amollissement, chose molle, etc. dans les langues mandées. Ok, c'est en cela qu'on sait que nous avons aussi affaire ici à ce qu'on appelle l'espace de génération. Parce que vous savez que cet espace de génération a des qualités, a les qualités du serpent, la souplesse, la mollesse, etc. Ok?
j'en ai parlé également, qui sont les qualités du féminin par essence. D'accord? Donc, cette perspective qui se rattache à la parenté plaisante se précise avec les mots Mangu des Dogons et Senankunya des Bambara Malinké qui désignent la même institution. Chez les Dogons, la parenté plaisante est exprimée notamment par le terme Mangu. Les enquêtes de terrain confirment la définition donnée par Marcel Griol. Mangu, dit-il, nom désignant l'allié lui-même et qui dérive de la racine manga, signifiant à la fois mettre en boule et créer. Ce qui est mangu est ce qu'on a pétri et serré de manière à constituer un ensemble en forme de boule, c'est-à-dire ce qui est malléable, okay, la malléabilité, qui est la caractéristique de ces serpents. Hein. Qu'il s'agisse de l'acte de pétrir et de mettre en boule ou de créer, il y a une idée de rassembler ce qui était et est éclaté, dispersé pour en faire une boule, une unité. Motif pour lequel c'est Isis qui rassemble les morceaux du corps d'Osiris, puisque Isis, c'est-à-dire la femme, intervient de manière remarquable dans la description de ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie, qui est d'ailleurs souvent conditionnée par l'institution qu'on appelle le mariage. D'accord? Voici pourquoi la femme sert de lien. Hein? C'est elle qui tisse, en fait, les sociétés humaines. Les liens matrimoniaux participent du tissage, du maillage dans les sociétés subsaharienne en général, mais pas seulement. Mais je me limite en Afrique subsaharienne puisque ceci est évident à travers cette institution que nous appelons en fait la Sanankunya. Le motif pour lequel c'est Isis qui rassemble les morceaux du corps d'Osiris. Les morceaux du corps d'Osiris, là, ce sont des familles, les parties dispersées, d'accord? C'est-à-dire les provinces, les districts, etc., qui, lorsqu'elles sont rassemblées, participent donc du corps d'Osiris lui-même. Ok? Bon. Chez les Malinké et les Bambara, les relations de plaisanterie sont désignées par le terme sanankunya ou sanankuya. Sanan désigne en malinké le gratin collé au fond d'une marmite quand on y fait cuire le riz, alors que le bambara appelle ce même gratin sénine. Les deux corps étrangers que sont le riz et la marmite adhèrent pourtant l'un à l'autre. C'est cette action d'adhésion, c'est-à-dire l'adhérence, hein, qui est la qualité même de l'espace apte à recevoir une empreinte. Donc, c'est cette action d'adhésion qui sert de modèle aux parties liées par la Sanankunya. Ça, c'est ce que dit Ndiaye. On voit donc que chez les Dogons, c'est l'idée de malléabilité, action de pétrir qui domine, tandis que chez les Bambara, c'est plutôt la notion d'adhérence qui est mobilisée. Mais tout ceci renvoie à l'espace de génération. Dans un cas comme dans l'autre, ces mots sont liés au principe féminin incarné par le vautour, ce qui justifie des ailes de vautour que l'iconographie égyptienne accorde à la déesse appelée Maat, qui personnifie la concorde, c'est-à-dire le vivre ensemble. Je rappelle qu'en séraire, Maat a le sens de trône, royaume. Le trône, c'est Isis. D'accord? Maat en séraire signifie trône, royaume, gouvernement. Et Maat signifie tresser, la tresse, qui est la description de l'acte sexuel par lequel les Soudanais statuent sur les relations qui unissent le monde visible au monde invisible, le tissage. D'où la tisseuse qui est Sigi, c'est-à-dire l'étoile que nous appelons Sirius. La tresse relevant du concept auquel se rattache la double couronne portée par les pharaons d'Égypte, puisque la double couronne est aussi, vous le savez, dans la description, eh bien, du membre viril incarné par la couronne blanche et du sexe féminin incarné par le mortier que représente la couronne rouge. Je pourrais y revenir ultérieurement si c'est nécessaire. Moi, j'en ai souvent parlé également. Donc, Maat, c'est le gouvernement aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est les motifs pour lesquels vous verrez donc la déesse réputée Maat, représentée avec les ailes de vautour, parce qu'elle est aussi dans la description, bien sûr, de l'espace de génération. OK, le féminin, en tant que concept, bien évidemment. Voilà. Donc, Dominique Farout, je l'ai dit, signale donc la graphie qui représente donc l'enroulement, c'est-à-dire le cartouche, autrement dit le serpent qui mord sa propre queue, à l'intérieur duquel on inscrit donc le tempera qui signifie de grande maison. Il dit que cette graphie est fréquente durant l'époque romaine pour désigner le souverain et l'associer au passage de Apollon, selon lequel les Égyptiens, pour distinguer le roi en tant que souverain du monde, peignent le serpent qui mord sa propre queue et notent à l'intérieur de celui-ci grande maison. Pour comprendre ce qui est appelé grande maison, puisque c'est le thème du jour, dans ce contexte, il convient de clarifier le sens de cet espace encadré par le cartouche dans lequel est inscrit donc le groupe qui a le sens de grande maison. Autrement dit, il s'agit de comprendre ce que représente l'espace à l'intérieur de cet enroulement, espace au-devant duquel on inscrit donc le nom du pharaon pour signifier que le pharaon régit l'univers. C'est ce qu'il faut comprendre pour savoir ce que c'est que cette fameuse grande maison, car en réalité, vous le verrez, en fait, on parle de l'univers quand on parle de la grande maison. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, mais vous le verrez bien clairement.
dans le détail, hein, parce que ce n'est pas seulement de le dire, encore faut-il bien sûr comprendre précisément ce que nous appelons l'univers. Ce circuit solaire s'identifie, je l'ai dit, au tournement primordial que les Bambara Malinké dans Munung Folo. Le circuit solaire, c'est l'enroulement réalisé par le serpent. Ce tournement primordial reprend à son compte toute la symbolique sollicitée par le serpent qui mange sa propre queue. Le tournement qui s'assimile au mouvement sidéral, c'est-à-dire à la course des astres, au zodiaque, est induit par le principe actif que symbolise le membre viril. Je répète, les motifs pour lesquels le dieu Seth jette le membre viril d'Osiris dans le fleuve, c'est pour signifier le mouvement. Parce que vous savez que pour les anciens Égyptiens, le fleuve produisait le cycle calendaire. Le cycle du fleuve a beaucoup à voir avec le calendrier, autrement dit avec le mouvement sidéral. Vous devez faire ce rapport. D'accord? Donc, le tournement qui s'assied. Donc, c'est pour signifier que c'est à partir de ce moment que le mouvement est activé. Parce que le membre viril symbolise le principe actif. Hein? D'accord? Donc, le tournement qui s'assimile au mouvement sidéral est induit par le principe actif que symbolise le membre viril. Les Soudanais savent que Folo, dans l'expression Munum Folo, qui signifie premier, primordial, est un homophone de Folo, qui signifie membre viril. En Maoka, on va dire Folo, c'est le membre viril. En Bambara, Folo signifie premier, mais est également un homophone de Folo ou Fola, qui signifie mu, une notion explicitée par la description d'Orapollon au sujet du serpent qui mange sa propre queue. Orapollon dit ceci: chaque année, dépouillant sa vieillesse, il se dévêt, donc en parlant de ce serpent, il se dévêt de sa peau, c'est ça qu'on appelle la mue. Hein. De même, dans l'univers, le temps qui compose une année ayant opéré une révolution se renouvelle. Donc, en parlant de ce serpent, voici ce que dit Orapollon. Mais en Bambara, c'est le même mot. Voici pourquoi on sait que ce serpent représente le tournement primordial. Parce que les Soudanais statuent et fixent en fait ce concept à travers une seule manière un seul mot, hein, et c'est homophones. Follow, qui va signifier primordial, signifie aussi membre viril, signifie aussi la mue. Et c'est cette mue qui est décrite par le mouvement sidéral, c'est-à-dire le changement des saisons, etc. D'accord? Bon. Chaque année, dépouillant sa vieillesse, il se dévêt de sa peau. De même, dans l'univers, le temps qui compose une année ayant opéré une révolution se renouvelle. Donc, en Minyanka, c'est-à-dire en Sénoufo, si vous voulez, c'est fori. On utilise le mot fori pour signifier se muer, métamorphoser, enlever l'écorce d'un tronc d'arbre. On dira par exemple, Takenkaki fori, le margouillat a mué. D'accord? C'est pourquoi on peut remplacer euh, le poisson par ce fameux poisson qui avale le phallus d'Osiris, on peut le remplacer par l'image d'un crocodile qui est dans la description, parce qu'en Bambara, on dit bassa pour signifier le margouillat, mais c'est aussi un mot qu'on emploie quelquefois pour désigner le crocodile, qui est plus généralement appelé baba ou bamba, le crocodile. Voilà. En tous les cas, ce sont des détails, mais je voulais quand même aussi ouvrir cette fenêtre, que sachez finalement que tout est lié. Donc, c'est une information nouvelle que j'ajoute en rappelant que au sein des langues soudanaises, Folo signifie également la mue. Quand on dit Munung Folo, pour signifier le tournement primordial, on peut signifier aussi le tournement par la mue. Folo à ce sens-là aussi. Hein, vous devez vraiment en tenir compte, c'est important. OK? Cathy Spizer, qui donc analyse le cartouche, dit ceci à propos donc de ce symbole. Elle dit, le cartouche forme une enveloppe protectrice pour les hiéroglyphes du nom du roi, et l'anneau chaîne dont il découle, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, figure le circuit solaire qui trace un cercle, soit une enveloppe protectrice autour du monde existant. Ça veut dire que l'intérieur que vous voyez qui est vide ici en l'occurrence, c'est le monde existant, ce qui est vu, le monde organisé. Bon. Dont la condition essentielle est bien sûr, il n'est vu que par la manifestation de la lumière. Ça veut dire qu'à l'intérieur, là, c'est la lumière. Voici pourquoi ceci a beaucoup à voir avec le cercle parfait que les Bambara appellent Kara, hein, qui est l'image du hiéroglyphe du soleil en égyptien pharaonique. Bon, je reprends. Cathy Spizer nous dit que le cartouche forme une enveloppe protectrice pour les hiéroglyphes du nom du roi et l'anneau chaîne dont il découle figure le circuit solaire qui trace un cercle, soit une enveloppe protectrice autour du monde existant. Le pharaon, de même que son nom, se trouvait ainsi mis en équivalence avec l'ensemble de l'univers de la création. À l'instar du disque solaire qui peut être perçu comme un corps, un cartouche, enveloppe du corps, renfermant le nom du roi, Dieu solaire ou encore univers, devait par conséquent également se comprendre comme une image du disque solaire.
Il est clair que cette équivalence roi-univers existait déjà pour Osiris, assimilé au roi mort et dont le corps était assimilé à l'Égypte. Parce que ce qu'on appelle Égypte, c'est-à-dire Kémé, c'est cet intérieur hein, qui est dans l'enroulement du cartouche et qui est réputé être le corps d'Osiris. C'est ça qu'on appelle l'Égypte. Puisque le corps d'Osiris, c'est ce qui est vu. Alors, je vais dire la chose pour que ce soit bien clair. Sachez que Horus, c'est l'incarnation d'Osiris, c'est-à-dire c'est sa chair, c'est son corps. Le monde organisé, c'est le corps d'Osiris. Il faut que ce soit bien clair. Voici pourquoi on fait parfois une assimilation entre les étoiles qui sont dans le ciel et les morceaux du corps d'Osiris. Vous savez que les Bambara statuent sur 266 étoiles et constellations, c'est-à-dire 14, plus que 6 plus 6, plus 2 égale 14. Autrement dit, on parle ici des 14 morceaux du corps d'Osiris. Et on résume ces 14 morceaux avec l'image de la croix, puisque 14, c'est 4 plus 1, qui est égal à 5. Autrement dit, le point axial et les 4 points cardinaux. Voici pourquoi on va dire qu'Osiris est mort sur la croix, qui devient donc le fameux Jésus, je le dis par ailleurs, pour compléter la référence. Mais c'est de ça qu'il s'agit, en fait. D'accord? Bon. Donc, je dis, le cartouche forme une enveloppe protectrice pour les hiéroglyphes du nom du roi, et l'anneau chaîne dont il découle figure le circuit solaire qui trace un cercle, soit une enveloppe protectrice autour du monde existant. Le pharaon, de même que son nom, se trouvait ainsi mis en équivalence avec l'ensemble de l'univers de la création. À l'instar du disque solaire qui peut être perçu comme un corps, un cartouche, enveloppe ou corps renfermant le nom du roi, devait par conséquent également se comprendre comme une image du disque solaire. Il est clair que cette équivalence roi-univers existait déjà pour Osiris, assimilé au roi mort et dont le corps était assimilé à l'Égypte. Et je rappelle que le corps, c'est ce qui est vu. C'est fondamental. Vous allez comprendre les conclusions de ceci. En Bambara, Folo, premier, est encore l'homophone de Folo, qui signifie lacet en français. En Djalonké, on dit Folo, faire une corde. En Soussou, c'est folie, cordeler, tresser une corde. Relation qui justifie de l'apparence offerte au cartouche ou le serpent qui mange sa propre queue et qui est aussi le symbole de la mue, Folo, est remplacé par une corde tressée. Donc, cette homophonie-là qui existe dans la langue soudanaise justifie du fait qu'on va donc remplacer ce serpent qui mange sa propre queue par une corde tressée qui devient le cartouche. C'est encore le même mot, c'est Folo, au sein des langues soudanaises. Voici pourquoi on sait que ce cartouche, c'est Munung Folo. C'est par ce biais que vous devez rentrer en connaissement, ou si vous voulez, en connaissance de ce symbole qu'on appelle le cartouche. C'est comme ça qu'il faut instituer son étude pour bien comprendre de quoi il s'agit, en fait. Le cartouche qui figure l'espace sur lequel s'étend le pouvoir du pharaon a une inscription traduite par grande maison qui renvoie au corps, c'est-à-dire à l'univers, ce qui est vu. Mais en Bambara, c'est Fari, le mot pour signifier corps. D'accord? Et à la protection. En Bambara, on dit Fara pour signifier enveloppe, la peau, l'écorce. D'accord? Ceci en référence à la note de Cathy Spizer qui dit que tout ceci a à voir en relation, c'est-à-dire la protection, etc. Le corps est en relation avec le cartouche. Cet espace vide, visible, matérialisé par l'encadrement du cartouche, représente également le champ primordial, symbole soudanais de la civilisation ou du monde organisé, espace sur lequel s'étend le pouvoir du pharaon, c'est-à-dire la civilisation. Vous savez que la notion de civilisation est intrinsèquement liée à l'agriculture. Voici pourquoi les Soudanais, lorsqu'ils évoquent ces images, parlent du champ primordial. Voici ce que dit Ogotemeli, par exemple. Ogotemeli dit dans le Dieu d'eau, « Mais l'eau du ciel ne fit pas que repousser le flot des rivières, elle humecta le champ primordial, permettant aux forgerons, c'est-à-dire aux civilisateurs, d'enseigner les gestes des semailles. Ainsi, la vertu du champ primordial se répandait-elle dans les défrichements, faisant reculer l'impureté, aidant à l'établissement des hommes. » Ça veut dire que ce qu'on appelle le champ primordial, c'est cet espace visible qui est dans la description de ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation. Les danses avaient d'abord été exécutées sur le champ primordial, poursuit Ogotemeli, devant la forge qui les orchestrait. Ce champ fut la première grande place, dit Ogotemeli. Aujourd'hui, le champ de danse est la grande place du village située au nord et que borde la forge. Voilà ce que dit Ogotemeli, donc enregistré par Marcel Griol. La première chose avant de poursuivre, je rappelle que le terme Fari, qui désigne le corps, est déjà dans la description du mot qui deviendra pharaon. Je rappelle que le terme Phara, qui signifie enveloppe, est déjà dans la description du terme qui deviendra pharaon. Mais je rappelle aussi que
dans le discours génésique ou général ou cosmogonique des peuples soudanais, ils associent le chant primordial à ce qu'on appelle la grande place, hein, la grande place du village. D'accord? Bon. Ce chant, qui fut la première grande place, n'est autre que la grande maison figurée à l'intérieur du cartouche que vous voyez là. C'est là une seconde acception du groupe transitéré Pera que vous avez ici, qui correspond notamment au cop Pero, qui signifie domaine principal. En malinké, c'est Foro, qui signifie champ. Fara, la vallée, puisque la vallée est le lieu par excellence où s'établissent les civilisations, puisque le bénéfice de la vallée, c'est d'avoir de l'eau à disposition pour pratiquer l'agriculture. Donc, la sédentarisation est rendue possible uniquement dans les vallées. D'accord? En Bambara, c'est Foro, champ. Je rappelle que ces mots que je suis en train de prononcer, ce sont ces mots qui sont dits grande maison dans ce contexte-ci. Andaza, Forao, plaine, lieu où s'établissent les champs. En Soninké, en Songhai, on va dire Fari. En Songhai, Fari, c'est le champ. Faro ou Foro, la plaine, la clairière, l'espace, le large espace, c'est-à-dire l'espace dégagé, cet espace vide que vous avez à l'intérieur, là. D'accord? À l'intérieur de l'enroulement. C'est de ça qui. Voici pourquoi on inscrit le nom du pharaon à l'intérieur. C'est Fari. Hein? Mais vous le verrez par la suite, mais je le dis déjà pour que vous sachiez que nous sommes déjà dans la solution en réalité de ce thème réputé être grande maison. En Teda, c'est Forao, à plaine, en Soninké, Folo, terre en décrue. En Fara, terrain irrigué. Fara, jardin, potager. En Djoula, Foro, le champ. Pozo, Foro ou Para, région non inondée. En Pula, Parao, pluriel Paradji, bord marécagé d'un cours d'eau, très propice à l'agriculture. Donc, c'est clair. En Kakabe, Fara, c'est champ, terrain irrigué. En Mandinka, Fara, c'est la rizière, la plaine. En Kanuri, c'est fêlé, terrain découvert. C'est cet espace vide là. En Malinké, Bera ou Bara, c'est donc la place publique. En Bambara, Ferré, c'est la place publique, c'est la fameuse grande place dont parle donc Gotemeli, qui est donc le champ primordial en réalité. En Soninké, on va dire Bera. C'est ça qui est Perha. Quand vous voyez la translittération Perha, voici pourquoi on sait que cet espace ne désigne pas premièrement le pharaon, mais plus tard va finir par s'identifier à lui, au pharaon lui-même. Et le dictionnaire de Maurice Delafosse donc rappelle les mots ferré, feren, félé, felen, péré pour signifier surface plane, espace découvert, cours, place publique. Il s'agit des solutions pour le groupe translittéré Perha qui a désigné le lieu de résidence du roi et de ses ministères dès l'Ancien Empire et finira par s'appliquer à la personne du roi d'Égypte à une époque ultérieure. Et ceci a essentiellement à voir avec, vous le savez, je le dis, l'agriculture, d'accord, c'est-à-dire la civilisation. La civilisation, voilà. C'est ce mot qui passe dans le latin, ça c'est pour faire une ouverture, pour que vous sachiez que le phénomène a été transféré. En latin, on dit foris, pour signifier porte, c'est-à-dire espace ouvert, c'est une porte, vous devez le savoir. Et qui donne le latin forum, place publique. On dit par exemple, in foro esse, fréquenter le forum. C'est la place publique à Rome, d'accord? Là où se rassemblaient donc les sénateurs. Tout comme en Égypte antique, la place publique, même encore aujourd'hui au Soudan, la place publique, c'est le lieu où se rassemblent les nobles. C'est le lieu où on débat, etc. C'est là que la chose se passe. Et les sénateurs sont des nobles dans le contexte romain. Qu'est-ce qu'on appelle un noble? Je dois peut-être vous le rappeler. Un noble, c'est une personne auquel le pharaon confère un domaine à gérer. Ce n'est que ça. C'est-à-dire, la noblesse est essentiellement liée à l'agriculture. Voici pourquoi les mots du noble signifient être libre, parce que là, c'est l'agriculture, c'est par l'agriculture qu'on acquiert la liberté. Vous devez le savoir. Les Nyamakala ne sont pas des nobles pour le motif qu'ils n'ont pas de domaine agricole. Un noble, c'est une personne à qui le roi confère un domaine spécifique à gérer en son nom. C'est ça qu'on appelle la noblesse. C'est ça qu'on appelle les nobles. Donc, tout le monde peut devenir un noble. On peut être ennobli. C'est un privilège du roi qui peut le faire. Un Nyamakala, c'est-à-dire un artisan, peut devenir un noble s'il se distingue par ses œuvres. C'est ce qui reste encore aujourd'hui lorsqu'on parle de la noblesse, notamment en Angleterre, même si bon, la chose est très distante des origines. Je parle ici de la pratique, et même si dans les représentations, la noblesse, les nobles, initialement en Angleterre, ce sont des personnes qui possèdent des domaines, c'est-à-dire des terres à gérer au nom du roi. C'est ça qu'on appelle la noblesse. D'accord? Bon. Donc,
C'est-à-dire les districts en Égypte, ça s'appelle, bon, les Égyptologues parlent de noms, d'accord? Et c'est ça les morceaux du corps d'Osiris, bon, c'est-à-dire les districts. Et je vous présente donc une illustration qui représente une reconstruction imagée du Forum Romanum, c'est-à-dire le Forum de Rome, pour que vous sachiez que ce sont des choses qui procèdent naturellement de la pensée symbolique du peuple soudanais et que Rome n'est que dans une perpétuation d'une tradition qui a ses sources en Afrique subsaharienne, tout au moins dans la vallée du Nil, c'est-à-dire au Soudan en général. Je le dirais de cette façon parce que c'est simple, c'est clair, chacun est capable de le comprendre. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle le forum. Ce forum est dans la description, ne se consacre que par le phénomène de l'agriculture. Et vous savez que la ville de Rome est traversée par un fleuve. La sédentarité n'est possible qu'à la condition de la pratique de l'agriculture. L'agriculture n'est possible qu'à la condition de la possibilité d'avoir de l'eau. Et l'eau, c'est le nom lui-même, c'est-à-dire Osiris. D'accord? Bon. Werner Vichil pense que le mot translittéré père A désigne tout d'abord le palais royal, c'est-à-dire ses occupants, le roi et sa cour. Il est dans la même vision que Jean Yoyot de ce point de vue, ce qui est tout à fait normal. Cette graphie-là, translittérée père A, est retranscrite Puro ou Furo en copte. Hein. On va partir du copte déjà pour bien comprendre. Qui explique l'assyrien Pirou. Donc en assyrien, les archives assyriennes rendent compte de ce mot par le terme Pirou, qu'on va traduire par pharaon. Le grec va donc dire pharaon. Hein, c'est le même mot qui devient pharaon. En hébreu, c'est paro, quelque chose de ce genre, pour signifier pharaon. Le copte, dit Werner Vichil, écrit pharaon pour désigner le pharaon de la Bible. Mais vous savez que ce n'est pas un pharaon distingué. Si vous parlez, en fait, vous devez savoir que lorsqu'on parle du pharaon dans la Bible, on parle de la noblesse soudanaise, hein, en général. Ce n'est pas d'un roi en particulier. Sauf que, bon, pour des besoins de facilité, on a souvent tendance à croire qu'on parle d'un pharaon spécifique. Généralement, on imagine que c'est Ramsès II. Bon, parce que c'est l'un des plus grands. Bon, mais en réalité, la chose est un peu plus complexe. OK? Quoi qu'il en soit. Mais à y regarder de près, ça c'est moi qui le dis, quand vous considérez ce mot pharaon hein, en copte, à y regarder de près, le mot exact, vous devez le savoir parce que c'est bien important pour cette raison que vous devez quand même connaître le copte un peu. Le mot exact pour signifier roi en copte, c'est ro ou héros. C'est ça le mot exact. La forme boraïque étant ouro. Ça, c'est le mot exact en copte pour signifier roi. Le P qu'on place souvent avant pour dire puro, ou parce que le P peut devenir un F. Donc, le P qu'on place avant qui produit donc la structure puro ou furo, donc qu'on trouve à l'initiale de puro, par exemple, qu'on traduit par roi, a été interprété comme l'article défini copte. Si bien que puro a le sens effectif de le roi. Ça, vous devez vraiment le savoir. Le mot exact en copte, c'est ouro. Quand on dit puro, c'est parce qu'on a adjoint l'article. Ce P que vous voyez là, c'est l'article défini copte. Donc, puro signifie littéralement le roi. Or, je dis que les mots coptes, héros ou ouro, mis pour roi, relèvent strictement du nom générique que porte la noblesse au Soudan. Donc, en malinké, on dit oro, c'est le noble. En bourgeois, c'est exactement le mot. Oro, être libre, personne libre, c'est le noble, la noblesse. OK? Et je vous ai dit que le noble, c'est une individualité à laquelle on confère un domaine à gérer, un domaine agricole, je précise, à gérer. C'est ça qu'on appelle un noble. D'accord? En Soussou, c'est oré pour signifier l'affranchi. À Bambara, c'est oron, bien sûr, la noblesse. Homme libre, en Wolof, c'est gore, parce que le H que vous voyez là peut réaliser en G. Homme de condition libre, gore. Libre, affranchi, en serré, gore, noblesse. C'est ce vocabulaire qui est donc représenté par cette graphie, qu'on traduit par Horus ou le roi. Et lui parle le copte corps, qui signifie ce qui est vu, ce qui est visible. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans la description de l'espace visible, l'espace dégagé, l'espace découvert, décrit par l'enroulement du cartouche, qui est dans une perspective de la description de ce qu'on appelle la civilisation. D'accord? Donc, vous devez savoir que quand je dis puro en copte, ça signifie littéralement le roi en copte. Le mot, c'est Ouro. Mais c'est le nom de la noblesse. Donc, quand vous voyez le pharaon de cette façon, associé donc à Horus, c'est-à-dire au faucon, sachez que en fait, il est l'image de la noblesse. Il est le noble par essence. C'est ça qu'on appelle le pharaon. D'accord? Cette description montre que le titre du roi d'Égypte traduit littéralement le noble. C'est ce que ça veut dire pharaon. D'accord? Pero. Hein? Puro en copte, ça veut dire le roi. C'est-à-dire le noble, parce que Ouro signifie noble dans les langues soudanaises.
Ça signifie le libre, l'homme libre. Mais en Mandinka, on dit foro. C'est ça qui est intéressant. Et on revient donc à la description du champ primordial. Hmm? En Mandinka, foro, c'est le noble, la noblesse, l'homme libre, honnête, noble. Hein? En soninké, c'est foré, noble, homme libre. Ce sont des formes qui s'apparentent au copte furo pour signifier le roi. Ce qui montre bien que ce mot-là, pharaon, là, possède de cette structure, si c'est foro, c'est-à-dire le noble. C'est de ça qu'il s'agit. Ces mots sont ceux du champ primordial, je le répète, délimités par l'encadrement du cartouche, l'espace sur lequel s'étend le pouvoir du pharaon, entre guillemets. Donc, de la fosse enregistre donc le mot fari, faring, fari, faring, comme un titre porté par les rois de Diara, de la dynastie des Diawara. Il présente des dérivés, farimaran, farimagan, farimaga, farimaka, maître du chef, qui est le dignitaire jouissant du privilège d'introniser et de déposer les chefs ou les rois, chef supérieur, maître du palais, Fariba, Farba, gouverneur principal, chef supérieur, premier ministre. Ces données enregistrées par Delafosse, et ce sont des nobles, hein, vous devez le savoir. Ces données enregistrées par Delafosse apparaissent avec des sens variés au sein des parlers soudanais. Ainsi, en Mandinka, Faring traduit littéralement souverain. On dira par exemple Faring Kabu, c'est-à-dire le souverain de Kabu. Ça, c'est des formes attestées aujourd'hui. Avec ceci que Phare peut signifier par ailleurs prophète, etc., notamment en Soninké, etc. Bon, est-ce nécessaire d'y aller? Je ne crois pas. Ce n'est pas le prophète, c'est le pontife. Un prophète, c'est celui qui fait le pont, c'est-à-dire le lien entre le monde invisible et le monde visible. C'est ça qu'on appelle un prophète. D'accord? Bon, voici la chose annoncée et réalisée. D'accord? Vous devez avoir cette fin, cette finalité pour bien comprendre ce dont il s'agit. Maintenant, je vais introduire un nouvel aspect parce que je vais maintenant aborder cette question du point de vue des représentations, en me basant sur l'une des premières représentations d'un pharaon. Ici, en l'occurrence, vous avez un pharaon qui est appelé le pharaon, le roi Scorpion. Vous savez qu'il passe pour être une figure majeure des premiers temps, la dynastie Tinite, voilà, les premières dynasties pharaoniques qui ont donc gouverné dans la vallée. Et vous avez donc cet extrait, c'est une image qui qui provient d'une massue, qui est appelée la massue du roi Scorpion. Artefact sur lequel est inscrit donc cette image que j'ai encerclée ici en rouge et que je reproduis avec les hiéroglyphes. Vous avez donc l'image d'une fleur ou d'une rosette. Certains parlent de la rosette, mais c'est une fleur. La rosette, c'est la même chose. Auquel est associé donc un scorpion, motif pour lequel on pense que ce roi est appelé le roi, enfin, est appelé scorpion. Bon, je me limite à ça parce qu'on peut analyser la chose en profondeur aussi, mais je me limite à cette première indication, car cela suffit pour la description du jour. Bon, vous avez le roi qui est représenté avec une houe. On va parler de cela tout à l'heure. Mais vous devez savoir, je l'ai dit en mon introduction, que la noblesse est essentiellement liée à l'agriculture. Ceci peut déjà expliquer cela, parce qu'il est ici dans la description d'un rituel. Je vais vous expliquer de quel rituel il s'agit précisément. Mais pour l'instant, nous allons nous limiter à l'explication de cette représentation, c'est-à-dire la fleur ou la rosette à laquelle est associée donc l'image du scorpion. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les ancêtres représentent le nom du roi, ou la description du nom du roi de cette façon? La chose est simple. Il s'agit d'aller dans les langues soudanaises pour comprendre de quoi il s'agit. La raison d'être, je dis que la raison d'être de l'écriture Rosette Scorpion s'explique par l'assonance, c'est-à-dire la ressemblance entre le titre qui désigne le souverain et le nom de la fleur, tout simplement. En bambara, on dit fereng, cotylédon, ferré, fleur, inflorescence. Vous savez que ce sont des mots qui se rapportent à la grande place. Ce sont des mots qui se rapportent à tout ce que je viens de dire par ailleurs tout à l'heure. D'accord? En kakabe, c'est ferré, fleur. En malinké, firi, fleur. En aoussa, fourré, fleur. En tabi, puro, fleur, c'est exactement le nom que le copte donne pour signifier pharaon. On dit puro en copte pour signifier pharaon. Mais chez les Dogons, puro, c'est la fleur. En idioli dongais, c'est poulo, c'est fleur. Ces mots correspondent au copte péré, éclosion, apparaître en parlant d'un astre, jaillir en parlant de la lumière, qui montre que le nom de la fleur sollicite ce qui est vu. N'oubliez pas que le noble, c'est celui qui est vu. D'accord? C'est celui qui est visible, c'est celui qui est en vue. C'est Horus. D'accord? Et lorsqu'on procède à l'analyse de cette représentation du nom du pharaon à travers, enfin, la symbolique à travers donc la rosette ou la fleur associée dans ce contexte au scorpion, qui permet la désignation au roi scorpion, le nom de la fleur dans les langues soudanaises correspond à l'idée éclosion, apparaître, faire jaillir de la lumière, qui montre que le nom de la fleur sollicite ce qui est vu, singularité, qui caractérise le monde visible, manifeste, incarné par Horus. Donc,
Ben, c'est pourquoi on sait que c'est le pharaon. Werner Vichil à Paris, le copte Péré, sortir à l'éthiopien Féré, Féréwat, Féréat, fruits, fleurs, Obéja Firi, fleurir, pousser, hébreu Péri, fruits. Alors que l'état des langues soudanaises nous renseigne déjà sous ce rapport. En Kakabi, je l'ai dit, c'est Féré, fleur, Toro Tegou Dogon, c'est Pouro, c'est fleur, ce qui est un homophone parfait du copte Pouro, ou Furo, qui signifie roi, c'est-à-dire pharaon. D'accord? Donc, cette manière d'inscrire le nom du roi, si en l'occurrence il s'agit bien sûr d'un artefact qu'on appelle la massue du roi scorpion, s'explique en fait par le vocabulaire simplement du nom de la fleur de la rosette au sein des langues soudanaises. Ce qui montre bien que eh bien, cette civilisation a une essentialité dans le Soudan, hein, s'il faut encore le rappeler dans ce contexte-ci. Hein. Voilà. Donc je représente maintenant la scène en général que reproduit donc cette fameuse massue. Ici, c'est sur un seul plan, mais c'est une massue, donc c'est rond. Mais ici, c'est représenté sur un seul plan. Et vous avez donc ici donc la détail de la tête de massue du roi dit Scorpion, qui date d'environ 3000 ans avant l'ère actuelle. Hein. Le roi est muni d'une houe, je l'ai dit. Marchant à reculons devant lui se tient un personnage muni d'un panier qui contient probablement des graines. Parce qu'il est dans un rituel, vous allez le voir, qui est fondamental, vous allez le comprendre. Et je dis encore une fois que cette description ne s'explique que par la relation que le noble entretient avec l'agriculture. Et je vous ai dit que le noble, c'est une personne qui hérite d'un domaine euh, agricole à gérer. Et il gère en fait ce domaine au nom de Dieu. En fait, vous devez le savoir. Parce que quand je parle ici du pharaon qui ennoblit, vous devez comprendre qu'en réalité, cet espace généré dans lequel nous vivons, qu'on appelle le monde, c'est Dieu lui-même, c'est sa projection. Donc, un noble gère un espace, un domaine agricole au nom de Dieu. Voici pourquoi il est toujours un prêtre. OK? Voici pourquoi la ritualité est fondamentale dans l'exercice de l'agriculture. La ritualité est essentielle dans l'exercice de l'agriculture. OK? Bon. Donc, et observez bien l'espace. Vous avez donc de l'eau, un plan d'eau, une sorte de bras de fleuve, etc., des personnes qui sont en train de travailler. On pratique l'agriculture dans ce contexte-ci. C'est pour bien insister. Et vous devez savoir qu'ici, nous avons en description ce qu'on appelle le champ primordial. C'est ça qui est représenté ici. Maintenant, concrètement, sur la fameuse massue qui date d'environ 3000 ans avant l'ère actuelle, c'est qui est quand même quelque chose d'important à réaliser. Vous devez vous rendre compte réellement de ce que cela signifie en termes de projection, en termes d'acquisition de ce que nous appelons en fait la civilisation. OK? Ce que vous avez ici représenté, c'est ça, le champ primordial. Ce personnage qui tient la houe qu'on appelle le pharaon, c'est le forgeron. Les pharaons, les rois sont des forgerons en Afrique subsaharienne. Mais vous savez que le forgeron est d'abord un Yamakala. Mais lorsqu'il acquiert donc la possibilité de gérer un domaine agricole, il devient un noble. Mais à la base, les forgerons sont des artisans, ce sont des Nyamakala. Mais les premières royautés subsahariennes sont des royautés métallurgistes. Ce sont des métallurgistes, c'est-à-dire des pharaons. Enfin, c'est-à-dire des forgerons. Et vous savez que le forgeron, dans les sociétés traditionnelles soudanaises, ce sont eux les ritualistes. C'est eux qui pratiquent la circoncision, c'est eux qui sont les médecins, c'est eux qui soignent, ils connaissent les plantes, etc. Leur rôle est essentiel. Et la femme du forgeron, c'est la potière, c'est elle qui pratique les accouchements, c'est elle qui pratique l'excision, etc. Ils sont toujours dans la ritualité. Hein. Ils ont un rapport privilégié avec cet espace qu'on appelle le monde organisé, si vous voulez. OK? Bon. Alors, je dis ceci. Le détail de la scène de la massue, de cette tête de massue, a été décrite par une égyptologue française qui s'appelle Béatrix Midan-Rennes. Elle dit ceci. Le roi, nommément désigné par l'image de la rosette et du scorpion dont je viens de parler, orienté vers la droite, se tient sur une bande de lignes ondulées, évoquant de l'eau. Et tient, ce sont ces fameuses pluies dont parle Ogotemili, okay? Et tient une houe, donc il est dans un relief de gestes, il enseigne les gestes des semailles, c'est ce que fait le forgeron, comme le dit par ailleurs Ogotemili dans le Dieudo, tandis que deux personnages imberbes et vêtus lui présentent couffin et balai. De la voie d'eau sur le bord de laquelle il se tient, une voie secondaire se détache, bifurque et serpente pour signifier que nous sommes dans un espace où il y a de l'eau, c'est une vallée. Hein? Farah, etc. Farah, dans les langues soudanaises, c'est le nom de la vallée. Donc, nous sommes ici dans la description de l'espace encadré par l'enroulement du cartouche. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Cette scène représente l'ensemencement du champ primordial décrit par Ogotemili. Je l'ai déjà dit, je le répète ici pour que ce soit bien clair. Cette scène que vous avez décrite sur la fameuse tête de massue du roi dit Scorpion représente l'ensemencement du champ primordial
telle que l'évoque Ogotemeli. Cette eau omniprésente est l'eau du ciel qui humecta le champ primordial, permettant aux forgerons d'enseigner les gestes des semailles. L'espace décrit est le champ primordial, Cop, Pero, domaine principal, Malinke, Foro, champ, Fara, vallée, Bambara, Foro, champ, Songhai, Fari, champ, Faro, plaine, clairière, large espace, Sonenke, Folo, terre en décrue. Voici pourquoi vous avez donc l'eau qui apparaît également dans ce contexte, c'est la décrue, parce qu'après il y a eu inondation, bien évidemment. Fara, terrain irrigué. Fara, jardin potager. Bozo, Fara, région non inondée. Poulard, Parawol, pluriel, Paradji, bord marécageux d'un cours d'eau, très propice à l'agriculture. Kakabe, Fara, champ, terrain irrigué. Mandinka, Fara, rizière. Kanuri, Félé, terrain découvert. Je dis ceci. C'est du Poulard, Paradji, qui est le pluriel de Paraol, qui désigne les bords marécageux d'un cours d'eau très propice à l'agriculture, autrement dit l'espace encadré par l'enroulement du cartouche, donc qui se tient dans la description de l'espace enclos à l'intérieur de l'encadrement du cartouche, que provient le grec paradeisos, qui signifie enclos pour animaux, jardin, paradis. D'accord? C'est de là que vient le mot paradis. Quand on parle du paradis, on va donc parler du paradis terrestre. Si vous avez le référent biblique pour ceux qui ont cette possibilité, vous verrez que même quand on décrit le paradis terrestre, enfin tout le monde le paradis, on parle des fleuves, des bras du fleuve qui allaient ici, on parle de plusieurs fleuves qui... C'est de ça qu'il s'agit. Donc le paradis, c'est être... Ok, je vais faire pour que ce soit bien clair. Vous devez savoir que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Quand on parle du paradis, on peut imaginer le ciel, c'est-à-dire l'espace réservé aux défunts positifs et bénéfiques pour les vivants. Mais sachez que cet espace, c'est le monde invisible, le monde des idées qu'on appelle Osiris. Mais il a son pendant qui est le monde visible, qui est aussi à l'image du paradis. Donc l'espace civilisé est réputé être, c'est-à-dire la terre, le monde terrestre, mais pas n'importe quel espace, c'est-à-dire l'espace agricole est réputé être à l'image du paradis. Voici pourquoi, dans la description du paradis, on parle toujours du jardin. On va parler du jardin d'Éden, etc. Enfin, des choses que vous connaissez mieux, sans doute que moi. Mais vous devez faire ce rapport. OK? Le paradis, c'est pas seulement en attente de la mort. Non, on réalise le paradis sur terre. C'est la volonté divine. Vous devez le comprendre. C'est fondamental parce que de ce point de vue, beaucoup de gens ont une fausse idée de ce que c'est. Bon, je pense ici notamment à ce que disent les musulmans. Relativement à l'islam, ils imaginent des vierges, je ne sais pas quoi, qu'il faut mourir pour... Non, c'est sur terre qu'on réalise le paradis. Une mort prématurée n'est pas positive. Alors, aller se faire sauter dans un café sous prétexte qu'on ira au paradis, bon, c'est une vue de l'esprit, bon, ça procède de l'ignorance en fait. Je le dis gentiment, sans jugement de valeur, parce que chaque tradition a sa valeur. Mais je dis ici que il y a quand même une origine des choses et que en tant que subsaharien, en tant que kémite, si vous voulez, il faut savoir réhabiliter l'idée de paradis. C'est sur terre qu'on réalise la volonté divine, c'est-à-dire le paradis sur terre. C'est une exigence même quand on comprend ce que c'est que la tradition et la civilisation. D'accord? Donc, il ne faut pas attendre d'espérer mourir. Enfin, il ne faut pas attendre de mourir pour espérer aller au paradis. Ça, c'est une fausse idée. Ça n'existe pas. Ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une équation juste, c'est faux. D'accord? Il faut bien l'avoir à l'esprit. Et on le voit ici avec la description. Donc, quand le grec dit paradeisos, il parle de cet espace enclos. Hein? C'est à l'intérieur, cet espace à l'intérieur du cartouche. Enclos, jardin, paradis. Hein? C'est ça. Fara, foro, etc. Je ne vais pas y revenir, mais vous avez compris l'idée. C'est de cela qu'il s'agit. Cette scène, donc décrite par la fameuse tête de massue du roi Scorpion, résume l'action de planter la première vigne, qui va donc apparaître, vous le savez, premièrement, en Égypte antique par les descriptions que je vais faire, mais vous savez que c'est une image qui subsiste dans les traditions abrahamiques à travers l'image de Noé, qui après le déluge, dans le retrait des eaux, va donc planter la première vigne. Ensuite, il va devenir sourd, etc. Bon, vous connaissez l'histoire. Hein. Mais en fait, la base, c'est ça. C'est un rituel. Et je vais vous expliquer ce rituel. C'est ce que fait le pharaon ici. Il est en train de planter. On dira la vigne pour les motifs que je vais expliquer maintenant. D'accord? Cette scène résume l'action de planter. C'est ce que fait le forgeron. OK? Cette scène résume l'action de planter la première vigne que les anciens Égyptiens attribuaient à Osiris. Ça, c'est clair. Dans la tradition égyptienne, on dit qu'Osiris a planté la première vigne. OK? Et les Sémites, c'est-à-dire la tradition abrahamique, plus récemment donc à Noé. Il s'agit d'un rituel de fondation basé sur l'assonance entre le nom de la vigne et celui de la lumière. Hein? C'est fondamental. Parce que cet espace, je l'ai dit, qui représente le champ
à ensemencer, c'est l'espace visible et n'est visible qu'à la condition du soleil. Le soleil est le vecteur de la lumière. OK? Donc, le pharaon est intrinsèquement lié au soleil pour le motif qu'il est la lumière. Il est dans la projection de son père, qui est dans le monde invisible, qui est Osiris, qui est le soleil du monde invisible, en fait, le roi du monde souterrain. D'accord? Mais on utilise l'image de la vigne. Pourquoi? Parce que vous le verrez, hein, par le vocabulaire, la vigne a une assonance du point de vue phonétique, tout au moins de la prononciation, hein, avec le nom de la lumière dans la langue soudanaise. Ça, c'est clair. Mais sachez que les plantes, en général, sont le réceptacle de la lumière. Elles sont vertes pour ce motif. Voici pourquoi elles soignent. D'accord? Elles font reculer l'impureté. C'est la lumière qui fait ça. Et je vous prierai d'être attentif à ce que je vous dis là. C'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. C'est par la lumière qu'on fait reculer l'obscurité, c'est-à-dire l'impureté. Quand Ogotemili parle du défrichement, il dit que les défrichements du champ primordial font reculer l'impureté. Il est ici en train de parler du fait de générer un espace découvert. Cet espace découvert, il est découvert au motif qu'il est vu. C'est ce qui est vu, l'espace découvert. C'est cet espace à l'intérieur du cartouche. Et les plantes sont le réceptacle de la lumière. Voici pourquoi elles soignent, car elles absorbent la lumière. C'est la lumière qui fait l'œuvre de soigner. Ce n'est que ça. Il n'y a pas autre chose. Toute la ritualité soudanaise, subsaharienne est fondée sur l'action de la lumière, qui fait reculer l'impureté. D'accord? Bon, c'est ce que fait le pharaon ici. Donc, on va utiliser la vigne pour le bénéfice qu'en copte, il y a des assonances, mais toute plante réputée produire des fruits positifs, je vais dire, hein, toute plante peut servir à cette ritualité-là. Planter, c'est produire de la lumière. D'accord? Donc, cette scène résume l'action de planter la première vigne que les anciens Égyptiens attribuaient à Osiris et les Sémites plus récemment à Noé. Il s'agit d'un rituel de fondation basé sur l'assonance entre le nom copte de la vigne et celui de la lumière, l'élément qui détermine le monde manifesté, organisé, auquel se rapporte la civilisation. Donc, en copte, on dit Elolé ou Helel pour signifier raisin, grappe de raisin, cep de vigne, vigne. Les variantes sont l'el, al, hel, lil, lel, lélé, helel, helal, etc. En copte, pour signifier raisin, cep de vigne. Le nom copte du raisin s'apparut au nom que les langues bantoues donnent aux agrumes en général. Voilà pourquoi je vous ai dit que tout agrume, toute plante positive, donc qui produit des fruits, peut servir dans cette ritualité. En teke, lala, c'est agrume. Koyo, Ilali, agrume. Kikongo, Dilala, orange. Lingala, Lilala, orange. Kibembe, Lala, agrume. En copte, Elole, vigne est l'homophone de Elole, qui désigne la pupille de l'œil. Dès l'instant où vous avez l'œil, l'œil c'est le réceptacle de la lumière, c'est le vecteur de la lumière. Vous devez le savoir, c'est par l'œil qu'on voit. Donc quand on parle de l'œil, dans ce contexte-ci, vous devez savoir qu'on parle évidemment d'Osiris, qui a comme projection Horus, qui est son fils, qui est le monde manifesté, qui est également, les deux dans tous les cas sont associés à l'œil. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais je pense que vous le savez. Voici pourquoi on parle, bon, je l'ai dit du jardin d'Éden. Sachez que ce mot Éden a beaucoup à voir avec le nom de l'œil. Sauf que je ne vais pas faire des développements ici, parce que je n'ai pas voulu euh, faire des développements qui nous éloignent des concepts soudanais, puisqu'il s'agit ici d'investir la tradition soudanaise. Mais je vous donne ces pistes parce que c'est des choses qui sont décrites dans les ouvrages que j'ai pu publier déjà jusqu'ici. Donc, en Téké, là, c'est l'agrume. Donc, je dis en copte, on va dire Hello les vignes et l'homophone de Hello les pupilles de l'œil, auquel s'adjoint donc le lenje, langue bantou, lol, regardez, hein, ce qui est vu. Nyamwezi lola, regardez, lega lola, regardez, bukuzu, lolelela, regardez. Olo olo, lol, c'est regardez. Le symbolisme du plantage de la première vigne est offert par l'assonance entre ce vocabulaire et le copte, elle, qui signifie rayonner, briller, luminosité, éclat. C'est le nom de la vigne. D'accord? Voici pourquoi on dit qu'il va planter la première vigne. Ce qu'il fait, c'est qu'il apporte la lumière. C'est-à-dire, on veut dire que c'est le monde manifesté, ce qui est vu. C'est Horus, l'espace organisé. Et c'est la lumière, vous savez, qui organise. Hein. C'est ça. Qui correspond donc au Toroso, chez les Dogons, on va dire Yalou, lumière. Voici pourquoi, quand on parle du monde invisible, du domaine d'Osiris, on va dire les chants d'Yalou. Donc, c'est une reproduction du même thème. Pour cette raison que je lui dis que le paradis est d'abord terrestre quand on est sur terre avant d'être céleste quand on va mourir. Mais il faut déjà se préoccuper de faire une cité, faire de la terre une cité de lumière avant de commencer à imaginer qu'on ira au paradis. Voilà, vous comprenez? Voici pourquoi il faut avoir une spiritualité efficace et positive.
Il ne s'agit pas d'aller à l'église les dimanches, aller à la mosquée les vendredis et puis continuer les œuvres dévastatrices auxquelles on assiste, en particulier aujourd'hui. Comment on peut vous expliquer que cette Palestine, aujourd'hui, c'est un espace sacré et divin, quand c'est premièrement le désert pour certains espaces, même si le fleuve Jourdain, je le sais, coule par ailleurs là-bas. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, les, euh, les Phéniciens s'y sont établis. Donc, bien sûr, c'est un jardin. Hein. La Phénicie, c'est un jardin. Mais quand on voit les dévastations auxquelles on assiste aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'on a là quand même en œuvre des choses qui ne sont pas positives ensuite. Hein. On ne peut pas prétendre à une certaine spiritualité quand dans les œuvres, on accomplit des massacres d'enfants, quoi. C'est quand même quelque chose de remarquable qu'il faut savoir questionner. Hein. Bon. Donc, j'ai dit, et ceci dans les deux sens. Je ne suis pas ici en train de critiquer un camp plutôt qu'un autre, parce que dans les deux cas, on assiste aux mêmes œuvres. Donc, le symbolisme du plantage de la première vigne est offert par l'assonance entre ce vocabulaire et le copte hel, rayonner, briller, luminosité, éclat, qui correspond au torosso, yalou, lumière, walo, yalala, lumière, mandinka, yeleng, lumière, bambara, yelen, lumière. Le dictionnaire de Delafosse enregistre yere, yere. Donc, on revient au même terme, yere. Lumière, clarté, éclat, lustre. Donner de la lumière, briller, étinceler, luire, reluire, faire briller. C'est le sens du rituel de planter la première vigne. Okay? On dit yereworo, la naissance de la lumière, être mis à la lumière ou en lumière, réussir, mettre au jour, mettre à la lumière ou en lumière. C'est aussi la naissance d'un enfant, même si vous ne le percevez pas. C'est la sortie au jour, même si vous ne voyez pas, je le dis parce que tout ceci participe de la même pensée. Hein? Yerema, lumineux. Yere, yere, c'est briller. Hein? C'est le nom, je le répète encore une fois, bien sûr, de la vigne. Et c'est en cela qu'on sait que cette image qui représente donc ce pharaon dit scorpion, qui est en fait le forgeron, je peux même vous donner la clé de l'énigme. En fait, c'est Ogo que vous avez ici représenté. Parce qu'en copte, le nom du scorpion, c'est Ouké, quelque chose de ce genre. C'est comme ça que le copte retranscrit le mot Ogo. Et Ogo, c'est celui qui va aller voler le feu dans l'atelier des forgerons du ciel, qui va ramener aux hommes. Dans l'image de ce feu, que les Grecs reprennent par ailleurs avec l'image du vol du feu, dans la mythologie accomplie par Prométhée, dans la mythologie grecque, c'est la même image qui est reprise. Hein. Donc cette lumière qui incarne le savoir, la connaissance, qui est dans la perspective du forgeron, cette vision est reprise par l'action de planter la première vigne. C'est la même chose. On dit en fait la même chose différemment. Parce que la vigne est dans la description de la lumière. Hein. Je l'ai dit à suffisant, je pense que vous allez comprendre. Donc, sachez que ce personnage ici, et voici pourquoi il est le forgeron. Mais Ogo, c'est Seth. Et Seth est associé au Nyamakala. Mais il devient un noble. Il devient un noble parce qu'il participe dans l'acquisition d'un domaine agricole. Je passe le détail car on pourrait y revenir. Hein. Je sais que par certains aspects, vous n'allez pas absolument tout comprendre. C'est simplement que j'ai pas prévu en parler aujourd'hui dans le détail, mais je vous donne quand même la clé de l'énigme. Il ne s'agit pas d'un personnage, c'est un personnage mythique que vous avez ici. C'est pas un roi qui a marché sur terre. C'est Ogo qui est représenté de cette façon, sur cette fameuse massue. C'est un thème mythique. C'est un thème mythique. C'est pas un roi qui a existé au sens où l'existence est qu'on pourrait qualifier de le fait d'avoir marché sur Terre, parce que ce qui existe, les idées existent, mais on ne les voit pas. Donc, vous comprenez ce que je veux dire. Il existe Ogo, mais pas au sens où on parle de quelqu'un qui a existé et marché sur Terre. Non. Hein? C'est un concept, c'est une idée. Mais il a des projections, donc ça veut dire qu'il existe d'une certaine façon. Voilà. J'espère que vous comprenez ces nuances, car ça peut être compliqué, je le reconnais. Voilà. Donc, ici, nous parvenons donc au terme de ce cours. J'espère que ce qui a pu être dit a été intelligible et digeste. Je vous inviterai éventuellement à revenir sur les éléments qui ont été abordés aujourd'hui, car il y a par certains aspects des choses essentielles à retenir. Je vous remercie de votre assiduité, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer donc une excellente fin de semaine et je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance. Merci. Venez découvrir
ont légué vos ancêtres, gravés sur la pierre, de puissants repères des caractères éternels, votre patrimoine culturel, et c'est les deux mystères, un bien nécessaire pour protéger vos arrières. Venez découvrir le monde des paroles divines. La méthode d'Ibambari. C'est la nouvelle maison de filles. Vous initiez la philosophie. Comme les humanités classiques. L'école d'esprit. Entrez dans la renaissance.